merci beaucoup d'être avec nous pour parler de long terme, qui est aussi un court ou moyen terme dans cette période où nous sommes tous mobilisés par des événements assez épouvantables. Et il ne faut cependant pas, je crois, lâcher le gouvernail pour parler climat et plus globalement environnement dans ce 21e siècle. Alors, vous savez que ce webinaire s'inscrit dans le travail du comité 21 qui a été initié en 2017 avec le CNRS dans un livre qui s'appelait L'adaptation au changement climatique. Depuis, l'adaptation au changement climatique est un de nos axes de travail important, avec un rapport paru en 2019 avec Climate Change, ensuite 2020 une publication, ce que nous appelons nous les minutes de l'adaptation que nous publions à peu près tous les 3 mois, grâce en particulier à notre équipe, Sarah Dayan et Guillaume Simonet comme scientifiques qui nous appuient là-dessus. Et aujourd'hui, évidemment, nous avons un grand rendez-vous qui est le rendez-vous que tout le monde a pu remarquer depuis lundi dernier, depuis l'apparition à midi pile, je crois, du rapport du GIEC, le rapport du deuxième groupe de ce rapport du GIEC, qui d'ailleurs, moi, m'a un peu interloqué. Et bien entendu, nous allons en parler, en ce sens qu'on attendait un rapport sur l'adaptation. Et c'est certes un rapport qui parle d'adaptation au changement climatique, mais qui en parle de façon transversale, c'est-à-dire que de manière claire, le rapport parle de climat en général avec les multiples implications humaines sur la planète qu'il a, et puis un certain nombre donc de recommandations et de projections. Je crois pouvoir dire sous le contrôle de mes invités que je vais présenter qu'il n'est pas un rapport réconfortant, avec cependant une reconnaissance du travail qui commence à être fait par pratiquement tous les pays de la planète. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai des invités infiniment plus savants que moi dans ce webinaire. Et je vais d'abord présenter Virginie Duvat, qui est professeure de géographie à l'Université de La Rochelle, qui est une chercheuse très connue au sein du laboratoire littoral, environnement et société de La Rochelle, et qui est auteur principal de ce rapport du GIEC, du rapport du GIEC en général et de cette partie, que je remercie beaucoup d'être avec nous. Nous avons ensuite Pascal Berthaud, qui est directeur général du CEREMA. Le CEREMA, tout le monde connaît l'organisme. Nous avons la chance d'avoir une convention de partenariat, nous, Comité 21, avec le CEREMA. Et c'est Pascal qui, dans l'administration française, porte le conseil, Pascal et ses équipes, qui portent le conseil auprès des collectivités locales, en particulier pour cette adaptation au changement climatique. Je le remercie d'être là parce qu'il a une grosse obligation donc dans 1 heure, donc il nous quittera un peu. Mais Magali Reguetzazid, qui est géographe et qui est membre du Haut Conseil pour le climat et qui co-dirige le centre de formation sur l'environnement de l'ENS, est avec nous, avait beaucoup inspiré le rapport sur l'adaptation, enfin la partie du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, qui avait parlé d'adaptation. Donc, nous avons 2 grandes scientifiques tout à fait pertinentes et un opérateur chevronné avec nous pour ouvrir ce dossier. Alors, je vais peut-être commencer par notre auteure du GIEC pour qu'elle nous présente les travaux. Et en fait, ça serait utile, je pense, qu'elle replace un peu le rapport par rapport aux récentes publications du GIEC.
qu'elle nous parle évidemment du constat et qu'elle nous parle des conséquences et j'aimerais bien qu'elle, me dise si je me trompe par rapport, à ce côté transversal de l'adaptation qui est donc, que j'ai ressenti dans une lecture trop rapide, hein, je n'ai pas tout lu, encore, du rapport. C'est à vous Virginie. Merci beaucoup, Bettina. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous ce matin pour décrypter un petit peu ce rapport et ses implications opérationnelles. Alors, en effet, pour replacer ce rapport, donc il s'agit bien du deuxième volume du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Le précédent avait été publié en 2014, hein, donc il y a 8 ans. Ce second volume fait suite, pour rappel, au premier volume qui présentait donc l'avancement de la connaissance sur le fonctionnement du système climat-océan et qui avait été publié au mois d'août dernier. Il précède le 3e volume qui portera sur l'atténuation et qui sera rendu public le 3 avril prochain. Alors, ce deuxième volume se concentre finalement sur trois concepts clés: impact du changement climatique, vulnérabilité des systèmes naturels et des sociétés humaines et adaptation. C'est donc finalement un diagnostic scientifique actualisé sur les impacts déjà observés du changement climatique et sur les risques futurs à attendre à différentes échéances. Avec, et c'est une nouveauté dans ce rapport, une attention particulière portée finalement au futur proche, 2030-2040, et une attention bien sûr maintenue pour ce futur plus lointain qu'est l'échéance 2100. Alors, c'est un rapport qui a un certain nombre de particularités en réponse finalement à la demande des États. Une particularité, c'est finalement qu'il constitue un état des lieux fouillé des réponses qui ont été apportées à ce jour face aux impacts du changement climatique, avec une véritable volonté de déterminer dans quelle mesure ces réponses constituent ou non des solutions d'adaptation. C'est donc un rapport qui met vraiment en regard ce que peut être l'adaptation par rapport à ce qu'est la maladaptation, la maladaptation désignant toute politique ou action qui a à terme pour effet d'accroître finalement les impacts du changement climatique. Alors, pour vous présenter un petit tour d'horizon rapide, puis je vais revenir sur les nouveautés du rapport et sur cet aspect transversal que Bettina soulignait. D'abord, je voudrais rappeler que voilà, ce rapport comprend 18 chapitres. Comme tous les rapports du GIEC, un chapitre conceptuel qui est utile dans le sens où il permet de creuser dans un certain nombre de directions, par exemple ici sur ce que sont les effets cumulatifs ou ce qu'est la maladaptation ou ce que sont les événements combinés. Donc il y a toujours ce travail conceptuel qui est suivi de 7 chapitres sectoriels qui sont extrêmement diversifiés puisqu'on va des écosystèmes et des services écosystémiques aux océans et aux côtes qu'on retrouve. On les avait déjà, bien sûr, comme focus dans le SROC, le rapport publié sur l'océan et la cryosphère en 2019. On y trouve l'eau, on y trouve toutes les ressources fournies par les écosystèmes, on y trouve les villes, les zones habitées, les infrastructures, la santé et le bien-être humain, la pauvreté, les modes de vie et le développement durable. Ces 7 chapitres sectoriels sont suivis par 7 chapitres régionaux. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on est en France concerné par le chapitre Europe, qui est le chapitre 13, et par le chapitre sur les petites îles, qui fait un focus assez fort sur les îles tropicales, autrement dit nos outre-mer, entre autres. Et ce rapport se termine ensuite par 3 chapitres transversaux qui se sont donc construits à partir des chapitres sectoriels et régionaux qui portent donc respectivement sur les risques majeurs à travers les secteurs et les régions, sur la gouvernance pour la gestion des risques et enfin sur les trajectoires de développement résilientes. Alors voilà pour brosser rapidement le contenu. En termes de nouveautés, donc on peut insister sur un certain nombre d'aspects. Donc revenir sur le focus que fait ce rapport sur les solutions et donc sur les réponses
pour essayer de répondre à la question suivante, hein, où en est-on en termes d'adaptation à ce jour par rapport aux besoins d'adaptation? Et la réponse est très forte, puisque la réponse nous dit qu'en dépit d'efforts d'adaptation croissants, partout à l'échelle de la planète, hein, dans tous les secteurs, à tous les niveaux de gouvernance, on observe un creusement de l'écart entre les besoins d'adaptation qui sont très forts et les efforts d'adaptation qui restent très insuffisants pour répondre aux besoins. Deuxième point important de ce rapport, donc, c'est effectivement traiter deux temporalités clés, l'échéance 2030-2040 et la seconde moitié du siècle jusqu'à 2100. Ce traitement est important, c'est une nouveauté par rapport au rapport précédent. Et finalement, mettre en avant 2030-2040 permet d'insister sur l'urgence qu'il y a au cours de la décennie qui vient à finalement changer de vitesse, hein, en termes d'adaptation. Pour finalement éviter que nous nous retrouvions dans une situation qui consisterait à devoir gérer l'ingérable, en fait. Donc ça, c'est un point fondamental. Au-delà, c'est un rapport, troisième point saillant, hein, et relativement nouveau par rapport au précédent, qui met beaucoup en évidence la relation très forte, l'interdépendance finalement qui existe entre les sociétés humaines d'une part et les écosystèmes et la nature d'autre part, hein. Ce rapport insiste beaucoup sur finalement les limites dures à l'adaptation, c'est-à-dire indépassables, qui nous attendent au-delà de 1,5 degré et plus encore de 2 degrés de réchauffement du climat, seuil au-delà desquels on verrait s'effondrer un certain nombre d'écosystèmes, ce qui créerait des effets en cascade qu'on aurait du mal à contrôler sur les sociétés humaines qui s'appuient sur ces écosystèmes. Je pense en particulier aux récifs coralliens, hein, qui sont le premier écosystème en cours d'effondrement. Donc c'est vraiment un rapport qui met en évidence cette idée que finalement les sociétés humaines ont besoin des écosystèmes pour conserver une bonne santé, un bien-être et finalement pour vivre en paix à l'échelle de la planète. C'est vraiment un point clé. Au-delà, on trouve dans ce rapport, quatrième point, une mise en évidence de l'importance de finalement faire des efforts pour un développement plus durable que le développement économique, socio-économique actuel. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, finalement, ce qu'on observe, c'est que les impacts du changement climatique sont, dans certains cas, principalement dus à la non-durabilité, en tout cas fortement renforcée, hein, exacerbée par la non-durabilité des modes de développement et d'aménagement du territoire. On peut, pour l'illustrer, je donnerai simplement 2 chiffres. Si on prend les Outre-mer français, on s'aperçoit que ceux qui constituent des territoires étendus et sur lesquels les pressions humaines sont faibles sont des territoires sur lesquels 70% des récifs coralliens sont en bon état de santé à ce jour. Donc on pense à Wallis et Futuna, on pense à la Nouvelle-Calédonie, on pense aux îles Éparses, etc. En revanche, si on considère les territoires d'outre-mer français qui subissent, sur lesquels l'écosystème récifal subit des pressions humaines fortes, dans ce cas-là, ce sont 62% des récifs coralliens qui sont aujourd'hui en mauvais état de santé, hein, et qui, donc, subissant la pression additionnelle du changement climatique, auront du mal à s'en sortir. Donc voilà, il y a vraiment cette mise en évidence de l'importance de s'attacher à des modes de développement et d'aménagement beaucoup plus durables. Cinquième point de nouveauté, c'est la relation qui est faite, Bettina le soulignait en propos introductif, hein, entre l'adaptation et l'atténuation, hein, donc entre l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, hein, en montrant qu'il existe une interdépendance extrêmement forte entre les deux, puisque finalement, si on ne réduit pas suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, on condamne pour partie les efforts d'adaptation et leur efficacité.
Sixième point, c'est mettre en évidence les effets cumulatifs et en cascade des impacts du changement climatique. Ce rapport a beaucoup travaillé là-dessus. C'était une réflexion qui était, je dirais, à l'état pionnier dans le cinquième rapport. Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que la combinaison des phénomènes graduels, comme l'élévation du niveau de la mer ou l'augmentation des températures atmosphériques et des événements extrêmes, génère finalement des cascades d'impact qui concernent l'ensemble des dimensions de la vie humaine et qui peuvent aller jusqu'à rendre certains territoires inhabitables. On s'y attend dans les zones côtières basses, on s'y attend sur certains territoires insulaires. Enfin, dernier point que je soulignerai, c'est le fait qu'on observe de plus en plus d'événements combinés. Donc aujourd'hui, on reprend un peu la lecture des événements climatiques qui se sont déroulés au cours des 3 dernières décennies, et on s'aperçoit finalement que la plupart d'entre eux ont cette caractéristique d'être des événements combinés, c'est-à-dire de correspondre à une succession d'événements climatiques et non climatiques, fortement aggravées par la non-durabilité des modes de développement, qui font que finalement, les écosystèmes et les sociétés peuvent se retrouver en situation de crise totale, en situation de crise durable, au point que la crise ne s'arrête plus. On a l'habitude de voir cette situation sur des territoires comme Haïti, par exemple, hein, qui souffrent à la fois de catastrophes naturelles, d'instabilité politique, d'une pauvreté chronique, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que ce phénomène de crise durable est une situation qui s'installe sur d'autres territoires. Donc voilà, pour répondre à cette première question, c'est bien un rapport qui met en évidence la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Donc ce besoin d'adaptation, de passer à des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus systémiques, beaucoup plus transformationnelles que celles qui ont pu être mises en œuvre jusqu'à présent, et qui démontrent vraiment très fortement les effets de synergie qui existent entre adaptation, mitigation, développement durable et protection des écosystèmes. Merci beaucoup. Alors, deux choses m'ont frappé, mais alors, je veux dire, je crois que ce rapport fait un volume double que le précédent, donc on ne peut pas tout lire en une semaine, même, et surtout quand on n'a pas votre niveau scientifique. Alors, enfin, j'ai repéré quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le mot transformation, alors c'est du narcissisme comité 21esque, voilà, parce que nous, on a vraiment, on consacre le mot de transformation par rapport à la transition, mais dans le rapport, le mot transformation est vraiment traité avec plusieurs définitions, etc. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez en dire un mot. Et deuxièmement, finalement, la presse s'est fait écho qu'il était plus alarmiste que le précédent. Et alors évidemment, on attend celui du 4 avril, mais il faut bien voir que c'est ce rapport-là qui va servir de base au premier bilan mondial de l'accord de Paris. Donc finalement, est-ce que il est réaliste de continuer sur ce que le GIEC avait dit il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, que maintenir à 1,5 degré était encore possible. Voilà, c'est un peu les deux questions que je voudrais vous poser. Alors, pour répondre à la première, qui concerne finalement l'acception de cette notion de transformation. D'une part, on utilise ce terme finalement en opposition à adaptation incrémentielle, c'est-à-dire adaptation à petits pas, adaptation qui opère de petits ajustements, mais qui conservent nos systèmes tels qu'ils sont finalement. Ça, c'est l'adaptation incrémentielle ou incrémentale. On parle en revanche d'adaptation transformationnelle pour désigner cet impératif finalement de reconfigurer nos territoires, de modifier en profondeur nos modes de développement, nos modes d'aménagement.
Donc, cette adaptation transformationnelle désigne bien la nécessité d'opérer une véritable révolution, hein, c'est-à-dire de changer de paradigme de développement, de sortir finalement de cette voie de développement. Le rapport ne l'appelle pas comme ça, mais entre nous, hein, je vais dire de cette voie de développement capitaliste fondée sur la surconsommation qui s'est installée depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour finalement adopter, hein, un mode de développement plus social, plus reconnaissant finalement des identités culturelles, plus soucieux d'équité, de justice à l'échelle globale, et donc qui impose de réformer en profondeur nos visions, nos politiques, nos façons d'habiter, nos façons de consommer, nos façons de vivre, hein. Donc, l'adaptation transformationnelle, c'est ça. Alors, bien sûr, ce terme de transformation a tellement d'acception, hein, qu'il peut effectivement être utilisé dans d'autres sens. On va le retrouver en particulier quand on parle des grandes transitions, en fait, qui sont à réaliser dans chacun des secteurs d'activité, par exemple, hein, en particulier. Voilà, mais vraiment, ce rapport insiste beaucoup sur la nécessité d'une adaptation transformationnelle. Et systémique, en fait, parce que, je veux dire, vous avez bien insisté sur le côté systémique au niveau scientifique du rapport, mais du coup, la transformation doit l'être aussi. La transformation doit... Alors, cette adaptation transformationnelle, hein, par rapport à l'adaptation incrémentale, impose de traiter l'ensemble des secteurs, donc d'être transsectoriel, de sortir de l'approche en silo qui continue à dominer, hein, dans nos manières de faire de la politique et de gérer les territoires. Elle impose ensuite d'être trans-région, puisqu'elle appelle à interpeller finalement les solidarités territoriales. On peut prendre un exemple très simple. Si on doit mettre en œuvre, dans une certaine mesure, la relocalisation des populations, des activités, des infrastructures, des zones côtières vers les zones intérieures, on aura besoin de faire jouer les solidarités territoriales, on aura besoin de davantage de collaboration entre les territoires côtiers et les territoires intérieurs, par exemple. Ce qui est également appelé à travers cette adaptation transformationnelle, c'est aussi la nécessité de déployer des moyens beaucoup plus importants que par le passé. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, le gros des investissements qui ont été consentis pour le climat sont allés à l'atténuation, et on s'aperçoit que l'adaptation, finalement, hein, a bénéficié de peu de moyens financiers. Donc, débloquer des moyens plus importants, c'est affaire de volonté politique, c'est affaire de gouvernance, mais c'est aussi affaire de collaboration publique-privée, puisque le public, hein, a été jusqu'à présent un levier fondamental, mais il faut faire entrer de manière beaucoup plus importante le secteur privé, je dirais, dans la danse. Hein, c'est capital pour réussir, hein, finalement cette transformation. Cette transformation implique aussi d'imbriquer correctement les différents pas de temps, c'est-à-dire le court terme, 2030-2040, le moyen terme, 2050-2060 et la fin du siècle, en s'engageant dans la construction de trajectoires d'adaptation permettant finalement d'éviter la maladaptation. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois un besoin impératif de protéger aujourd'hui. Sur le littoral, ça peut être en mettant en place des digues, en ayant recours à l'ingénierie lourde. Mais dans un certain nombre de cas, cette solution qui peut être une solution d'adaptation aujourd'hui deviendra de la maladaptation si cette solution ne résiste pas aux pressions climatiques qui se renforceront si on reste sur notre trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre dans la seconde partie du siècle. Et donc, hein, ce simple constat, finalement, qu'une mesure peut être une solution aujourd'hui, mais ne plus en être une demain, finalement, crée une très forte complexité et implique de mieux imbriquer dans le temps ce séquençage d'options d'adaptation qu'il est crucial de mettre en place
pour s'assurer finalement à long terme de la réduction des risques. Hein. Donc voilà tout ce qu'implique cette adaptation transformationnelle. Elle appelle aussi à une très forte, un renforcement de l'équité à l'échelle de la planète entre l'urbain et le rural. Hein, ce rapport identifie bien que les 3,4 milliards d'habitants des zones rurales de la planète sont plus vulnérables que les habitants des zones urbaines parce qu'ils bénéficient beaucoup moins finalement des moyens qui sont déployés au travers des politiques d'adaptation, moins de capacités institutionnelles et politiques, moins de Pardon capacités. de vous interrompre, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que la vulgate, c'est plutôt de dire que les villes qui sont souvent dans le monde au bord de littoral sont plutôt plus menacées que les zones agricoles, mais vous faites la distinction en disant que, en fait, ce sont les habitants des zones agricoles qui sont les plus menacés. Alors, ouais, en fait, pour préciser, les villes côtières sont beaucoup plus exposées. Hein, en termes d'habitants, en termes de capital, en termes de système de production, en termes d'infrastructures critiques. Donc les villes côtières font bien partie des territoires qui comptent parmi les plus exposés aux impacts du changement climatique. Mais si on quitte l'exposition pour regarder finalement la vulnérabilité qui renvoie finalement à la propension des systèmes territoriaux à faire face à leurs forces et faiblesses, à ce moment-là, on s'aperçoit que les zones rurales sont plus vulnérables que les zones urbaines parce qu'elles ont de manière générale moins de moyens pour faire face. Donc c'est un rapport effectivement qui insiste là-dessus et et c'est ce qui amène effectivement à un besoin de transformation dans notre façon de répondre aux défis climatiques à l'échelle de la planète, au-delà de ces 3,4 milliards de ruraux très vulnérables. C'est un rapport qui insiste aussi sur le fait qu'on a 3 milliards d'habitants qui sont très vulnérables parce qu'ils se trouvent dans des régions dans lesquelles les impacts du changement climatique sont décuplés. On peut penser à l'Arctique, on peut penser aux petites îles, on peut penser à l'Asie du Sud ou encore à l'Amérique centrale et du Sud. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre dans finalement, voilà tout ce qu'on peut souligner comme message clé qui se rattache aux besoins d'une adaptation en profondeur, d'une adaptation transformationnelle. Merci. On reviendra vers vous, surtout pour la question. Je pense que de toute façon, le public aura des questions, etc. Mais étant donné la contrainte horaire de Pascal, j'ai lui demandé de réagir à ce qui a été dit. Pascal Berthaud, directeur général du CEREMA, et surtout au résumé pour le décideur, qui est qui doit être maintenant, je suppose, une de ses feuilles de route. Pascal. Oh, maintenant, mais déjà depuis un certain temps. Moi, je crois que ce rapport sur l'adaptation, ce n'est pas une surprise. Pour nous, au CEREMA, un petit peu l'héritier de l'ensemble de l'expertise publique sur ces questions d'aménagement du territoire, ça fait quelques années déjà qu'on a finalement tiré la conclusion que les sujets en matière d'aménagement au sens large pour les 20 à 30 prochaines années tournaient d'une façon ou d'une autre autour de l'adaptation au changement climatique. Et y compris d'ailleurs sur des sujets sur lesquels on n'imagine pas, parce que quand on parle effectivement d'aménagement du littoral, on voit tout de suite les enjeux, mais imaginez que même des sujets aussi techniques, aussi bordés que les questions d'infrastructures, de routes et de ponts, sont en fait et seront profondément impactés par le changement climatique, parce que vous prenez les ponts, entre le changement du régime des rivières, ça fait que vous avez des ponts qui vont se déchausser, etc. Donc, je dirais que nous avons restructuré effectivement cette expertise technique nationale à l'aune justement de cette question de l'adaptation au changement climatique, à tel point qu'on a été jusqu'à le mettre dans notre logo, puisque l'underline du logo du CEREMA, c'est climat et territoire de demain. Donc clairement, pour nous, l'ensemble des questions d'aménagement doivent évoluer à l'aune effectivement du changement climatique. Après,
moi, quand je lis le rapport, quand j'entends Madame Duvat, avec qui je suis complètement d'accord, j'ai quand même un problème. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, mais on reste entre un télo, là. Je veux dire, on fait des grands discours, etc. Moi, il y a 2 jours, j'étais dans l'île d'Oléron. Je veux dire, quand vous parlez à un maire de l'île d'Oléron, euh, à un moment, on n'est plus dans de la théorie, dans du machin. Il faut rentrer dans des sujets très concrets. Et c'est en réalité très difficile parce que, évidemment, on parle de conséquences à moyen terme. Donc, on parle de choses qui ne sont pas immédiates. Et aujourd'hui, la vie d'un élu, c'est de répondre à des demandes immédiates de ses concitoyens. Vous savez, d'ailleurs, à tout le monde, si vous avez l'occasion d'aller faire une permanence d'élus, ça ouvre assez largement les yeux sur la façon dont ça fonctionne et la pression qui est mise effectivement sur nos élus, sur des questions basiques et de réponses immédiates. Donc voilà, je dirais, le rapport, il n'est pas une surprise. Je pense qu'il y aurait vraiment un travail très fort de vulgarisation de ce rapport. Enfin, pardonnez-moi, je veux dire, même la synthèse, sans être sur une centaine de pages en anglais, c'est très très peu de gens qui vont le lire. Donc comment peut-on vulgariser ça? Nous, on va probablement s'y atteler d'ailleurs, auprès des élus locaux, auprès de la population. J'ai parlé des élus. Allez faire un tour au méga Auchan le samedi matin, vous verrez que toute une partie de la population est très très loin de tout ça. Et donc je pense qu'on a vraiment un travail de pédagogie à faire pour arriver à faire en sorte que les gens se rendent compte que effectivement le feu est dans la maison, comme disait Jacques Chirac il y a plus de 20 ans. Mais Pascal, nous au comité 21, on se rend compte, c'est extrêmement récent, que ce thème de l'adaptation est quand même pris en charge par les élus. D'ailleurs, en fait, le rapport, je parle sous le contrôle de Virginie et de Magali, mais le rapport dit qu'il se fait des choses. Et par exemple, pour vous donner un exemple précis, nous, on est beaucoup sollicités dans les, comment dirais-je, dans des réunions d'élus qui veulent revoir leur SRADET et qui veulent justement à l'aune de l'adaptation pour ajouter un volet adaptation, etc. Alors là où tu as tout à fait raison, c'est que le citoyen lambda maintenant est plus conscient parce qu'en clair, il a peur. Enfin, il y a une espèce de conscience et de peur qui monte, mais peut-être pas au niveau, etc. Mais je nuance un petit peu ce que tu dis. Alors, je te rejoins tout à fait, ça commence à bouger. Nous schématiquement, dans nos interlocuteurs collectivités, en gros, on peut faire un peu 3 catégories. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'élus de collectivités qui, effectivement, ont pris en charge les choses, commencent à bouger. On nous sollicite beaucoup pour faire justement des stratégies de résilience, des audits d'adaptation, etc. Donc, il y a effectivement une partie des élus qui ont commencé à bouger. Euh, il y a une grande partie aujourd'hui des collectivités qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, mais qui, pardonnez-moi, sont un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de plus en plus de conseils en disant, bah, voilà, okay, je veux faire quelque chose, mais comment je peux faire? Souvent d'ailleurs, ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est ce que notamment on le voit sur le sujet du moment, hein, notamment dans les médias, qui est la question du recul du trait de côte, des élus qui nous disent mais écoutez, moi, je n'ai pas de problème, mais dites-moi exactement ce qui va se passer. Et à ce moment-là, j'adapterai la politique en conséquence. Et évidemment, c'est compliqué parce que quand on raisonne à 30 ans ou à 100 ans, on est incapable de dire exactement ce qui va se passer. On est capable d'apprécier des impacts globaux. On n'est pas forcément capable de dire telle maison sera touchée et telle autre le sera pas, ou en tout cas, on n'arrive à le faire que de façon statistique. Et puis, effectivement, il y a quand même encore une partie importante, effectivement, de collectivités qui sont, j'allais dire, un peu rétifs au sujet, d'une certaine façon, et qui ont du mal à imaginer que les choses vont bouger.
Écoutez, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, sur une commune littorale, dont je ne vous donnerai pas le nom, qui refuse effectivement d'être dans la liste que doit faire le gouvernement sur les communes qui ont à s'occuper du trait de côte. La commune en question, vous avez juste un péret de plusieurs kilomètres qui protège effectivement son littoral, son trait de côte, avec une augmentation des océans de 60-70 cm et avec surtout des tempêtes dont la fréquence va profondément changer. Hein. Les tempêtes qui aujourd'hui sont centennales, qui ont 1% de chance d'arriver chaque année, dans 50 ans, elles seront quasiment annuelles. Il est assez probable que cette commune, son trait de côte, il sera profondément impacté. Alors évidemment, on est dans un monde où les gens pensent qu'on peut toujours se protéger. Sauf que, évidemment, plus les événements naturels deviennent forts, plus ça devient compliqué de se protéger. Et puis, alors particulièrement s'agissant du trait de côte, le problème, c'est que quand on protège à un endroit, on aggrave le recul juste à côté. Donc voilà, donc, moi je trouve que ça bouge. Je suis un peu comme le GIEC, je trouve que ça ne bouge pas suffisamment vite. Et pour, comment dirais-je, te poser une question tout à fait pratique, parce que je pense que il y a une telle interrogation souvent sur le fonctionnement de l'administration en général par rapport à ce type d'alerte, de problème, etc. Un organisme comme le CEREMA reçoit, si j'ose dire, le rapport du GIEC. Enfin bon, vous avez des antennes, donc vous saviez à peu près ce qu'il allait contenir. Comment vous On a mettez… même fait des contributions. Bien sûr. Comment justement, quelles sont les contributions? Comment vous vous mettez en ordre de marche après? Est-ce que par rapport à la Direction générale de l'énergie et du climat du ministère de la Transition écologique, qui n'a pas assez de moyens sur l'adaptation malgré les qualités des gens qui l'animent, est-ce que on projette, nous par exemple au comité 21, dans nos propositions pour les élections présidentielles, on demande vraiment qu'il y ait une loi cadre sur l'adaptation qui rassemble un peu. Alors, il y a eu quelques éléments dans la loi climat résilience sur le littoral, mais on considère que le PNACC2, le programme national d'adaptation au changement climatique, est insuffisant et que donc il faut aller plus loin. Comment vous allez-vous répondre à l'alerte, voire l'alarme du GIEC? Moi, je pense qu'aujourd'hui, alarme du GIEC ou pas alarme du GIEC, enfin, c'est très bien parce que dans un seul dossier, on a évidemment les conséquences, mais aujourd'hui, la question, elle n'est plus tellement effectivement scientifique, et elle est de savoir quels moyens on y met pour faire évoluer la société. Au passage, un des sujets, et d'ailleurs c'est bien dommage parce que c'est pas un sujet qui vient en débat dans les débats sur la présidentielle, ça viendra peut-être dans le mois prochain. Euh, euh, Mis à part le ministère des Finances, dû d'ailleurs au passage à l'impôt à la source, le seul ministère qui voit ses moyens, ses effectifs diminuer, c'est le ministère de l'écologie. Et alors ces établissements publics particulièrement, si vous voulez, sur le dernier quinquennat, le CEREMA a baissé ses effectifs d'environ 20%. Alors évidemment, on met beaucoup d'argent à côté de ça. Simplement, la difficulté, c'est que l'argent, ça ne suffit pas. Et qu'à un moment, la puissance publique, que ce soit une collectivité, que ce soit l'État, c'est pas tout de dépenser de l'argent. Il faut savoir ce qu'on veut faire, il faut savoir ce qu'on peut faire. Et pour ça, il y a des besoins effectivement assez forts en matière d'expertise publique. Donc nous, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire tourner une grande partie de notre activité vers les collectivités pour les aider justement à bâtir ces politiques d'adaptation, ces politiques de résilience. Après, je pense que le vrai débat, il sera sur, au niveau national, quels moyens mettons justement pour aider les collectivités. Et ça va être, à mon avis, un débat assez fort. Vous savez qu'en chaque début de quinquennat,
y a un travail sur ce qu'on appelle le budget quinquennal, sur quelles sont les prévisions effectivement à l'échelle du quinquennat. Et ça va être un débat assez fort. C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, on met des moyens humains suffisamment forts pour pouvoir justement accompagner les collectivités, les entreprises aussi. Hein. On parle beaucoup des collectivités, mais pour les entreprises, l'adaptation au changement climatique, ça peut être majeur. Alors, il y en a qui ont commencé. Hein, prenez les sociétés de vin de Bordeaux, il y en a qui, depuis quelques années, ont commencé à acheter des terres dans le Limousin, à acheter des terres dans le sud de l'Angleterre, parce que manifestement, si on a plus de degrés, les conditions ne sont plus du tout les mêmes et vous ne pourrez plus faire du Bordeaux, du côté de Bordeaux. Donc, il y a ce sujet-là pour l'ensemble des entreprises et donc cette question d'accompagnement, elle est absolument essentielle. J'en profite d'ailleurs pour dire que le comité 21 organise un colloque le 5, sous le contrôle de Sarah Dayan, le 5 avril, pour présenter justement tous les travaux qui ont été menés avec nos adhérents toute l'année sur justement les propositions d'adaptation pour un certain nombre de secteurs économiques. Alors, en écoutant Virginie tout à l'heure, je me disais, est-ce que nous allons favoriser ou pas le travail en silo, parce qu'en fait, il faut les deux, parce qu'il faut que chaque secteur s'interroge sur lui-même, d'une part. L'intérêt, c'est que nous avons mêlé les collectivités locales, les entreprises, les universités ensemble, puisque ce sont nos adhérents, avec en plus un regard associatif et citoyen. Mais en même temps, il ne faut évidemment pas oublier l'aspect systémique des choses. Magali, je vais arriver vers vous, membre du Haut Conseil du climat. Merci Pascal, et je sais que je dois t'excuser parce que tu dois aller. Je vous quitterai à 2h moins 2. Voilà, mais merci de ta contribution. En fait, j'ai plusieurs questions pour vous. D'abord, évidemment, votre regard de scientifique et de membre du Haut Conseil du climat sur ce rapport. Les conclusions sont tout à fait en phase avec ce que vous aviez dit dans votre dernier rapport annuel, hein, qui avait parlé d'adaptation. Donc, c'était le rapport de même pas un an d'ailleurs, hein, le rapport de juin 2021, si je ne m'abuse. Et j'aurais voulu que vous commentiez un petit peu, puisque le Haut Conseil du climat, c'est un Haut Conseil pour la France, les points saillants pour la France. Et puis peut-être que vous commenciez à répondre à ce à quoi Virginie n'a pas répondu parce que je ne lui ai pas laissé le temps d'y répondre, donc elle va rebondir aussi, c'est sur les fameux 1,5 degré, puisque à partir du moment où le rapport du GIEC parle d'atténuation et d'adaptation ensemble, alors si je faisais de l'humour sur un sujet qui vraiment n'est pas drôle, est-ce que vous gardez au GIEC pour le mois d'avril le fait qu'à 1,5 ça va vraiment être très difficile? Est-ce que vous ménagez vos annonces ou est-ce qu'on peut essayer d'espérer qu'on va rester sur une trajectoire possible? Magali. Alors, plusieurs choses. La première, juste pour répondre aussi à ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse nous tous attention sur qui fait quoi dans cette histoire. Le but du GIEC n'est ni de donner des recommandations au sens strict, mais bien de faire l'état de ce qu'on peut fonder en science. Et le travail est d'autant plus remarquable qu'on voit bien que chaque élément est pesé entre 80, enfin, la très haute confiance, la moyenne confiance, et c'est essentiel parce que aujourd'hui, notamment sur ces sujets-là, on n'est pas exactement dans la même configuration que quand on va mesurer des émissions ou quand on va regarder comment fonctionne un système atmosphérique. Et donc, typiquement, il y a des reproches aujourd'hui qui sont faits au GIEC qui sont tout à fait, qui démontrent en réalité la méconnaissance de ce pourquoi le GIEC est fait. Et je le dis d'autant plus volontiers que pour le Haut Conseil pour le climat, alors je ne m'exprime pas au nom de ce Haut Conseil, hein, puisque évidemment, mais effectivement, on demande parfois au Conseil pour le climat des choses qui n'est pas là pour ça.
Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le premier point. De la même façon d'ailleurs que les scientifiques font leur boulot de scientifiques, font avancer les connaissances et qu'à un moment donné, ils ne sont pas des politiques, ils ne sont même pas des ingénieurs ou ils ne sont pas dans les métiers. Donc là aussi, quand on leur demande de répondre à comment est-ce qu'on va sauver la planète, ce n'est pas exactement leur rôle. Ça m'amène à un deuxième point qu'on voit aussi au Conseil pour le climat, qui est que quand on fait des rapports, oui, on a besoin de faire des rapports qui sont lourds, qui sont gros, qui sont détaillés, parce que ces rapports ensuite doivent être traduits par de multiples médiateurs. Le comité 21 en fait partie, mais je pense que dans vos auditeurs et dans ceux qui sont là aujourd'hui, il y en a plein. Et là aussi, le citoyen lambda, Madame Michu, la ménagère de 50 ans, etc., c'est très sympathique, mais à un moment, sur les autres sujets de notre société, je suis navrée, mais le citoyen lambda ne lit pas plus les rapports de la Cour des comptes, ne lit pas plus les recommandations du Haut Conseil des retraites, parce que là aussi, chacun son rôle. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé, peut-être, et je fais le bilan, et ça va me permettre de rebondir ensuite sur le cas français, c'est qu'effectivement, ce qui transparaît en ligne, en arrière-plan dans le rapport du GIEC, c'est que nous avons un constat aujourd'hui très fort et très robuste sur le climat. Et le premier point que le GIEC a, cette histoire de regarder à 30, pas à 2050. On regarde à 2030, 2040. Nous avons eu le même parti pris pour le rapport du Haut Conseil pour le climat et nous avons eu le même parti pris de partir sur un scénario où les accords de Paris étaient à peu près respectés. Pourquoi on a fait ça? Pour montrer que même dans cette situation-là, l'action, c'est-à-dire le passage de la connaissance, de ce qu'on connaît à l'action, demande des choix politiques. Et donc, c'est pourquoi des choix politiques? Parce que c'est très bien écrit dans le rapport. Tous les pays n'ont pas affaire au même problème, toutes les situations ne sont pas les mêmes, et au sein des pays, là aussi, l'échelle régionale, l'échelle nationale, qui est la seule qu'on a pour avoir des données robustes au niveau mondial, eh bien, quand on descend dans le détail des territoires, évidemment, ce n'est pas la même chose, et Pascal l'a dit, hein, entre une commune littorale plutôt rurale, un centre urbain en métropole, une petite île tropicale ou bien une plaine littorale au niveau de la Flandre. Donc, évidemment, on va devoir aussi adapter les solutions. Et pour ça, il y a des chemins, c'est les pathways dont parle le rapport. Ce sont des trajectoires qui vont être différentes et qui demandent des choix politiques avec des arbitrages et des priorités. Et donc, effectivement, il y a un enjeu, et les 1400 scientifiques qui ont signé la tribune pour appeler à ce que ces éléments soient dans la campagne, ils disent quoi? Ils disent qu'à un moment, il faut une mobilisation générale pour expliquer les choix, les coûts et les bénéfices, et qu'ensuite, on décide collectivement et démocratiquement de par où on passe. Et quand je parle de coûts et de bénéfices, c'est aussi un point que Virginie n'a pas suffisamment souligné, dans le rapport du GIEC, parce que ce sont des scientifiques, ils expriment bien qu'à certains moments, il peut aussi y avoir des bénéfices à ce changement climatique. Et donc, ils démontrent que là aussi, on va avoir des tentatives de dire « Ah, mais nous, on va s'extraire de l'effort. Ah, mais nous, l'argument des 1% la France ne fait rien. Enfin, la France, c'est pas grave, on n'a qu'1% des émissions. » Bon. Et ce qui démontre en fait, c'est que là aussi, dans le temps et selon les échelles de temps qu'on prend, eh bien, le bénéfice peut très rapidement se transformer en risque et que là aussi, nos décisions vont avoir des conséquences en chaîne sur d'autres territoires qui peuvent nous revenir en effet boomerang. Donc, ce rapport du GIEC, il est pour moi doublement important, d'abord parce qu'il marque un véritable tournant dans la manière même dont le GIEC s'est emparé des questions et dans le fait que quand on parle d'adaptation, quand on regarde l'adaptation, on ne peut pas, si vous voulez, modéliser les trajectoires sociales comme on modéliserait des trajectoires climatiques. Et donc, à un moment, quand on va parler d'adaptation, quand on va parler de résilience, etc., on est dans le constat a posteriori, on est aussi dans du retour d'expérience. Or là, on ne l'a pas, puisque nous ne sommes pas encore en 2030 ou en 2040. Et donc, l'exercice est d'emblée compliqué parce que la manière d'objectiver les données, de les présenter, de les utiliser n'est pas exactement la même que celle qu'on va avoir sur les trajectoires d'émissions. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que quand on a travaillé sur le rapport du Haut Conseil, on s'est trouvé tout de suite dans une difficulté, c'est que le Haut Conseil évalue la stratégie nationale bas carbone. D'une certaine manière, c'est assez simple. On regarde les différences entre les trajectoires d'émissions qu'on s'est fixées, la réalité, on a des données chiffrées, et donc on peut regarder des objectifs, des jalons temporels. Quand on a regardé l'adaptation, d'emblée,
quels sont les indicateurs d'adaptation? Comment est-ce qu'on va mesurer, comment est-ce qu'on va regarder ce policy gap? Et un des points très forts du rapport, c'est qu'on a fait la différence entre la SNBC d'un côté, la stratégie nationale, et le plan national d'adaptation. Or, ce plan national d'adaptation, il n'y a pas d'objectif. Une fois qu'on a dit il faut améliorer la gouvernance, il faut être plus juste, hein, oui, et puis il faut s'adapter. Il y a quand même un débat, il y avait un débat en particulier à Glasgow sur justement la formation d'indicateurs d'adaptation et d'objectifs. C'est le fameux débat sur les objectifs d'adaptation. Sauf que ces objectifs d'adaptation ne peuvent pas être décalqués strictement sur les objectifs d'atténuation. Et c'est un vrai problème. Quand on regarde, par exemple, les objets, une fois qu'on a dit l'idée de l'adaptation, c'est de minimiser au maximum les dommages, de faire en sorte que, et c'est très bien dit dans le rapport du GIEC, et on l'a dit nous aussi dans nos deux rapports, le premier qui était de 2020 avec la transition juste et le deuxième sur l'adaptation, c'est qu'il faut effectivement que cette adaptation soit juste. C'est d'ailleurs ce qui est, par parenthèse, qui est écrit dans la stratégie européenne d'adaptation. Il crée l'adaptation juste. Il crée vraiment cette notion-là. Ça veut dire en gros qu'il va falloir faire en sorte qu'effectivement on minimise au maximum les pertes et les dommages, qu'on ne dégrade pas les conditions de bien-être. Et le terme de bien-être apparaît de façon multiple dans le rapport du GIEC. On n'a pas le mot croissance. On a bien le mot bien-être qui englobe l'ensemble des dimensions de la vie humaine. Et puis, il y a la conséquence sur les écosystèmes, à la fois pour eux-mêmes, et puis parce que ces écosystèmes nous rendent aussi des services, Virginie l'a dit. Eh bien, quand on regarde ce rapport du GIEC, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce qu'on va mesurer concrètement tout ça? Est-ce qu'on va, par exemple, raisonner en coût évité? Si je ne fais rien, j'ai 3,5 milliards de personnes qui, d'ici 10 ans, c'est ce que dit le rapport, seront touchées. Si je ne fais rien en France, c'est par exemple X millions, milliers, mais je pense qu'on sera plus sur du million de personnes qui devront être déplacées, X milliers d'emplois qui vont être détruits, bon. Mais qu'est-ce que ça serait qu'une bonne adaptation? Est-ce qu'on considère que 3 milliards, c'est mieux que 3,5 milliards, que 2,5 milliards, c'est mieux que 2 milliards? Donc vous voyez d'emblée la question de fixer des objectifs d'adaptation et fixer des indicateurs, elle est déjà plus difficile. Et on voit bien aujourd'hui comment nos interlocuteurs sont un peu démunis parce qu'effectivement, on n'est pas du tout en capacité de donner des indicateurs aussi, aussi simples, aussi mécaniques. Quand vous regardez par exemple les indicateurs de résilience, qui sont un petit peu les mêmes indicateurs que les indicateurs d'adaptation, qu'est-ce que c'est que la bonne résilience? Virginie en a parlé à propos d'Haïti. Vous pouvez juste, Magali, vous pouvez faire la différence entre les deux pour les personnes qui nous écoutent? Très honnêtement, quand on regarde les indicateurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, l'adaptation, en tout cas dans le champ dans lequel on parle, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à la résilience, c'est-à-dire à minima au maintien à l'identique d'un certain nombre de paramètres, et il faut savoir lesquels, et au mieux à une amélioration qui consiste essentiellement à nous rendre plus résistants, plus forts et plus en capacité à faire face aux perturbations futures. Donc, par exemple, on peut regarder dans ces indicateurs de résilience, est-ce que le taux de croissance est maintenu? Est-ce que le taux d'espérance de vie est maintenu? Est-ce que le taux de bonne santé des écosystèmes est maintenu? Donc, on peut prendre un ensemble de paramètres. Vous voyez d'abord que cet ensemble de paramètres, la manière dont on les choisit ne dit pas exactement la même chose. Vous voyez d'emblée qu'il y a aussi des perceptions subjectives. Et c'est ce que disait Virginie, la résilience peut être en réalité quelque chose de très toxique. Quand on regarde Haïti, Haïti n'a pas disparu. Moi, j'ai des collègues qui ont l'habitude de dire ce qui est le plus résilient au monde, c'est le bidonville. Or, si l'avenir, on peut considérer qu'effectivement, demain, l'adaptation, c'est finalement de maintenir l'espèce humaine en reproduisant les inégalités, voire en les aggravant, mais une certaine catégorie de population continuera à pouvoir se payer l'adaptation au détriment de certaines autres. Alors, c'est caricatural, mais si je me mets maintenant au niveau de la France, on voit bien aujourd'hui que l'adaptation va devoir reposer aussi sur des choix. C'est-à-dire que quand on parle, par exemple, de territoires inhabitables,
Ça veut dire que certains territoires vont être exposés de façon de plus en plus importante à des chocs très brutaux ou à des pressions lentes qui vont faire qu'on va devoir investir pour la protection. Eh bien, peut-être qu'on ne pourra pas maintenir ce niveau de protection sur l'ensemble du territoire national. En soi, on peut le faire. En soi, on peut aller vivre sur Mars, d'accord, presque. Mais en pratique, les coûts vont être tels qu'à un moment, il va falloir choisir. C'est un peu comme ce qu'on a fait pour le Covid. À un moment, on a dû dire, pour protéger telle catégorie d'emploi, pour protéger telle personne, on, entre guillemets, sacrifie d'autres. Et donc, l'enjeu derrière va être aussi comment on décide de qui doit être maintenu ou déplacé, comment est-ce qu'on décide des fonds qu'on va allouer, qui va payer. Comme le dit Virginie, peut-être qu'à certains endroits, on va mettre une digue parce que c'est nécessaire à ce moment-là. Et puis, il va falloir habituer les personnes et les activités présentes sur ce territoire en disant, attention, la digue, à un certain temps, elle va être une maladaptation et il va falloir accompagner le déplacement. C'est vraiment ce que vous dites, c'est vraiment l'illustration de l'avant-dernier livre de Bruno Latour, Où atterrir. Oui, alors l'idée, c'est vraiment, et ça m'amène à 2 messages, peut-être pour conclure ce long discours, mais le premier, c'est que nous avons insisté dans le rapport du Haut Conseil sur la question du pilotage stratégique. Et dans le rapport aux décideurs, il y a bien cette idée qu'il faut que l'adaptation soit présente à tous les niveaux de gouvernance, dans toutes les politiques publiques et privées. Le climat qui change et ses conséquences sur la biodiversité, les pollutions, l'ensemble en fait des facteurs de bien-être, de la santé, de l'emploi, etc., ça doit être diffusé partout. Mais il faut effectivement un pilotage à un niveau N+1 pour avoir cette vision d'ensemble, cette vision globale et ce portage politique avec des choix qui parfois vont devoir être remis en question parce que là aussi, il y a plein d'éléments qui arrivent, des tensions géopolitiques, on le voit aujourd'hui, qui font que ce qu'on pensait être bien ne l'est pas. Et puis la science avance aussi, donc voilà. Donc ça, c'est le premier point, ce portage politique. Ensuite, évidemment, l'action, elle est forcément en silo. Pourquoi? Parce que cette action, elle demande derrière des compétences, des métiers. Un architecte, c'est pas un urbaniste. Quelqu'un qui va s'occuper de réseaux techniques, c'est pas quelqu'un qui va s'occuper de santé et d'épidémiologie. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. Mais effectivement, on a besoin aujourd'hui d'un portage politique fort, avec des moyens alloués à l'adaptation qui ne sont pas à la hauteur, avec des réflexions générales sur, et Virginie là aussi l'a dit, comment est-ce que d'ici 2030, notre système de protection sociale va faire face aux impacts du climat qui change. Comment nos circuits de formation à l'école, au lycée, à l'université, vont pouvoir intégrer les besoins d'emploi et de compétences nouvelles par rapport à ce climat qui change. Comment travailler demain avec nos agriculteurs pour que l'agriculture se transforme, et là aussi Virginie a dit un terme très important, une adaptation qui soit non pas juste de la réaction, et on va en avoir besoin, pas simplement incrémentale, c'est-à-dire à force de me prendre des coups dans la figure, je me renforce et j'apprends, mais toucher vraiment aux causes structurelles de nos vulnérabilités, avec l'objectif effectivement d'une transition qu'on appelle juste, qui est à définir aussi par l'ensemble des parties prenantes de la société. Et là, c'est un choix politique. Pour dire, par exemple, cette transition, effectivement, comment on répartit les coûts et comment on répartit les bénéfices. Et donc, ce que nous disons dans le rapport du Haut Conseil, nous posons effectivement les mêmes constats que le GIEC, et on n'avait pas le rapport, je le dis d'emblée, on n'était pas, voilà, mais pourquoi on pose les mêmes constats? Parce qu'on s'appuie sur les mêmes bases scientifiques, l'impact sur tous les secteurs, l'effet 2030, les effets cascades. Je crois qu'il y a un mot, et j'insiste vraiment, cette idée de caractère irréversible à l'échelle d'une vie humaine, et ce seuil des 2 degrés qui fait qu'au-delà, c'est pas que l'adaptation est impossible, c'est qu'on va exclure des millions de personnes de cette adaptation, que l'adaptation doit être incrémentale et transformationnelle, qu'il y a effectivement une gamme de solutions qui fait que ça serait bien qu'on arrête le débat sur faut-il plus de nucléaire ou moins de nucléaire. C'est une partie importante, mais c'est un pouillème de l'ensemble, et que derrière ces causes structurelles des vulnérabilités qu'il va falloir traiter, qui passe aussi bien par les capacités individuelles
de résistance des entreprises, des individus, des réseaux, des bâtiments, dans aussi les ressources. Et là, je reviens encore sur un terme important. L'atténuation et l'adaptation marchent ensemble parce que typiquement aujourd'hui, l'état de la forêt française fait que notre puits de carbone est tellement déjà dégradé que la stratégie nationale bas carbone 3 va devoir en fait prendre en compte cet état-là parce que le captage qu'on comptait n'est plus bon. Donc il faut d'emblée réactualiser. Mais derrière, le sens du truc, c'est qu'au lieu de se demander comment on va faire accepter aux Français les mesures pour éviter l'effet gilet jaune, il va falloir poser clairement le débat de qu'est-ce que nous, Français, nous considérons comme juste, et la réponse n'est pas donnée à l'avance. Et donc, vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, le préalable, c'est probablement d'abord de donner à chacun son rôle. Les scientifiques, les experts, ce n'est pas exactement la même chose. Les médiateurs que sont la presse, l'école, les associations, etc. Les politiques au sens le plus noble du terme, les exécutifs, les administrations, les acteurs privés dans toute leur complexité, les métiers. Tout ça demande vraiment de se remobiliser parce qu'effectivement, et je rejoins, et c'est ce que nous avons dit dans le rapport, il ne suffit pas de sauter en l'air et de dire c'est urgent. L'urgence n'a jamais été un moteur de l'action. Il s'agit aujourd'hui de comprendre que le changement climatique, c'est maintenant, que nous sommes déjà dans des logiques d'adaptation qui sont insuffisantes. Nous avons énormément d'instruments. Ils existent, ils peuvent être rendus plus forts, et on le voit dans la prévention des risques de catastrophe. Mais il y a besoin aujourd'hui d'un pilotage, d'un vrai pilotage stratégique, d'une vision globale qui ne sera jamais donnée par les scientifiques. Parce que cette vision, elle est politique. Merci Magali, je suis entièrement d'accord avec vos propos. Je vais demander à Virginie, comme auteure du GIEC, de faire peut-être de réagir à l'ensemble des propos en faisant une conclusion assez rapidement parce qu'il y a déjà beaucoup de questions sur le chat d'une part et donc j'aimerais que vous puissiez toutes les deux, parce que je pense que Pascal est parti, y répondre. Et d'autre part, peut-être cela va-t-il susciter d'autres questions. Virginie. Merci Bettina. Alors je reviendrai je souhaiterais vraiment revenir sur quelques points. Effectivement, je pense qu'il est important de comprendre que du GIEC international, je dirais, aux GIEC régionaux, qui se constituent un petit peu partout actuellement, et jusqu'à finalement la vie sur les territoires, la vie associative, on a là une véritable chaîne humaine qui effectivement est en marche, qui est composée finalement d'éléments interdépendants. Et finalement, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête, en fait. C'est effectivement pas le rôle du GIEC d'agir à l'échelle des territoires. Ça rejoint un petit peu la question qu'on nous a beaucoup posée au cours des interviews de cette semaine. On nous a souvent demandé, mais pourquoi est-ce que le GIEC n'est pas audible ? Face à cette question-là, finalement, ce qu'on a envie de répondre, c'est mais à vos émissions radio ou télé, invitez-nous les décideurs politiques, placez-les en face de nous, parce qu'effectivement, c'est à eux qu'il va falloir poser la question. Ce sont eux qui sont en situation de responsabilité pour mettre en place de l'action. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Magali mentionnait tout à l'heure les potentiels bénéfices du changement climatique. À l'échelle de ce rapport, on en a quand même trouvé assez peu. Il a plutôt, malheureusement, beaucoup d'impacts négatifs, même si la qualité du champagne chez les Anglais s'améliore. Ça, c'est un bénéfice du changement climatique. Je le cite vraiment au titre de boutade. On a beaucoup d'effets négatifs. Et du coup, ce qui nous intéresse finalement, c'est, et ce rapport, comme les travaux scientifiques récents qu'il représente, insiste là-dessus, ce qui compte, c'est qu'on progresse sur l'évaluation des politiques et des actions d'adaptation, en faisant en sorte finalement de mesurer non seulement si elles parviennent à réduire les risques actuels et futurs. Si ce n'est pas le cas, on peut être dans la maladaptation, mais à évaluer aussi quels sont les potentiels co-bénéfices de ces actions d'adaptation, c'est-à-dire les bénéfices produits en dehors de la réduction des risques.
Restaurer une mangrove peut réduire le risque de submersion ou d'érosion côtière, mais aussi renforcer les ressources alimentaires d'une communauté locale, améliorer le bien-être. Et ça, donc, ce sont des co-bénéfices. Donc, il y a beaucoup à regarder quels sont les co-bénéfices des actions d'adaptation. Et quels sont aussi leurs effets collatéraux, hein, parce que restaurer de la mangrove en Thaïlande, ça a parfois renforcé finalement la présence des maladies qui sont transmises par les moustiques. Donc on peut aussi avoir des effets négatifs de ces politiques. Alors sur ce sujet de l'évaluation de l'adaptation, hein, qui est absolument crucial, aujourd'hui, il y a quand même des progrès. Au sein de ce rapport du GIEC, on trouve quand même finalement pas mal d'éléments sur ce que l'on sait aujourd'hui, finalement, des résultats produits par les politiques et les actions d'adaptation qui sont mises en œuvre sur les territoires à toutes les échelles. On a vraiment fait un effort extrêmement important qui a d'ailleurs, par exemple, je vais reprendre l'exemple du littoral, hein, qui a par exemple permis de montrer que l'ingénierie côtière ne peut plus être le paradigme unique et dominant sur le littoral, qui a par ailleurs permis de soulever le fait que les solutions fondées sur la nature, oui, c'est une voie alternative, mais à ce stade, prudence, dans un certain nombre de configurations et de territoires, on ne sait pas si elles vont fonctionner. Voilà pour donner 2 exemples. Donc l'évaluation de l'adaptation, elle est en cours et les recherches scientifiques sont extrêmement actives là-dessus. Et on y parviendra en déployant finalement ces retours d'expérience assez systématiques. Aujourd'hui, le problème qu'on a est que beaucoup de réponses ont été mises en œuvre sur les territoires, mais qui n'ont pas été évaluées et pour lesquelles on ne dispose pas des moyens d'évaluer. Parce que ici, par exemple, on a décidé de recharger une plage en sable, mais on n'a aucune donnée finalement sur le volume de la plage avant ce rechargement en sable. Donc il est difficile de dire, une fois le rechargement réalisé, finalement, au fur et à mesure que le temps s'écoule, si on a un gain, pas de gain, voilà, est-ce qu'on a vraiment des bénéfices de cette opération? Donc on manque énormément d'états de référence, hein. Et c'est la raison pour laquelle ce rapport du GIEC insiste aussi de manière très importante sur la nécessité de mettre en place un suivi et une évaluation des actions. Et ça suppose un certain nombre d'éléments de cadrage méthodologique et scientifique. Et on a donc là effectivement une voie qui est extrêmement importante pour la recherche future. Alors je vais m'arrêter très rapidement, je voudrais juste finalement souligner 2 points avant d'abandonner la parole. Le premier, c'est qu'effectivement, répondre quand même à cette question, Bettina, du 1,5 degré, ce dernier rapport du GIEC écrit noir sur blanc que 1,5 degré, plus 1,5 degré, on est déjà à 1,1 degré, 1,2 degré, plus 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est dans 20 ans si on ne réduit pas immédiatement et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est quand même un message qui est extrêmement fort. Et il indique également que 1,5 degré de réchauffement condamnerait déjà une partie de notre marge de manœuvre en termes d'adaptation et réduirait l'efficacité des actions d'adaptation qui resteraient utilisables. Donc ça, ce sont quand même des éléments qui sont très forts autour du 1,5 degré, cette mise en relation du 1,5 degré avec la marge de manœuvre et l'efficacité des options d'adaptation. Et dernier point, pour revenir sur la question de l'irréversibilité. L'irréversibilité, c'est bien sûr à l'échelle d'une vie humaine, mais de bien plus qu'une vie humaine, puisque même si demain on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, le niveau de la mer continuerait à monter pendant des millénaires. Donc on a quand même là quelque chose qui est très fort et ce rapport effectivement insiste beaucoup sur ce changement du climat et de l'océan qui sont sans précédent, qui sont irréversibles, qui sont incompressibles, qui sont globaux et qui sont en train de s'accélérer. Merci beaucoup. C'est très passionnant. Évidemment, on resterait 3 heures ensemble.
je vois, alors je ne sais pas si oui, Sarah est encore là, elle a un petit problème de fonctionnement de batterie, donc j'espère qu'elle va rester avec nous. Est-ce qu'elle peut nous extraire 2-3 questions du chat pour que vous puissiez y répondre et peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 questions hors chat également. Oui, alors il y avait une question qui avait été posée en début de conférence sur la remarque que vous aviez faite, Virginie, sur le modèle de développement capitaliste. Et donc la question, c'était de savoir si votre commentaire, donc qui remettait en question ce modèle-là, capitaliste, était un point de vue personnel, ou bien est-ce que c'était quelque chose qui était vraiment porté au sein même du rapport par ces auteurs? Alors, c'est la manière de le dénommer et de l'aborder, hein. Les termes sont personnels. Le rapport du GIEC ne s'exprime pas de cette manière-là, mais quand on parle finalement la nécessité de s'engager dans un certain nombre de transitions, transition énergétique, transition économique, hein, transition écologique, enfin tous les domaines de la société doivent finalement transitionner, hein, même si le terme est moche. On a bien une révolution globale à opérer et qui doit nous amener finalement, ce sont les enjeux du développement durable, ce sont les enjeux de la gestion intégrée des territoires. Donc quand on mentionne tous ces éléments-là, nécessairement on remet en cause, au moins partiellement, notre système économique, notre système socio-économique. Quand on appelle à plus d'équité, quand on appelle à une meilleure prise en compte des genres, hein, et des femmes qui, dans un certain nombre de territoires, peuvent jouer ou jouent déjà un rôle crucial, mais sont souvent dans une situation de plus grande vulnérabilisation face au changement climatique que les hommes. Finalement, ça revient, hein, d'une certaine manière à dire le capitalisme sous sa forme actuelle ne nous permet pas finalement, en tout cas jusqu'à présent, hein, de réaliser ces fameux objectifs du développement durable qui sont une cible fondamentale qui est rappelée dans ce rapport. Et donc toujours Virginie, une autre question porte sur les métriques de l'adaptation. Donc, oui, on sait que c'est souvent un des points, une des difficultés qui sont remontées par les acteurs, le manque de données, la difficulté à identifier des indicateurs, etc., pour mesurer l'adaptation. Est-ce que le rapport, ce récent rapport, permettra d'apporter des améliorations sur ce point-là? Alors, ce rapport, je dirais, ne comporte pas de partie ou de chapitre spécifique sur les métriques de l'adaptation, mais ce rapport mentionne bien finalement les grands domaines à considérer pour évaluer l'adaptation et pour la rendre faisable en fait, hein. Il insiste, il y a un énorme effort dans ce rapport pour mesurer finalement la faisabilité potentielle, voilà les termes qui sont utilisés, hein, d'un certain nombre d'actions d'adaptation. Et cette faisabilité potentielle dépend de facteurs tels que, on l'a mentionné, c'est important d'insister là-dessus, la gouvernance, hein, qui renvoie entre autres choses à cette capacité de portage et de pilotage politique. Renvoie donc la faisabilité et du coup l'évaluation, hein, derrière, renvoie aussi à des questions de capacité technologique, renvoie à des questions de capacité environnementale aussi, puisqu'un certain nombre d'actions d'adaptation dépendent de nos écosystèmes. Il y a également bien sûr des critères sociaux, socioculturels, hein, je dirais même plus largement. Donc finalement, on connaît les grands domaines qui sont à mobiliser pour finalement évaluer l'adaptation. Aujourd'hui, on en est très clairement sur le plan scientifique à travailler, à mettre en place des méthodes d'évaluation. Hein, ce sont les travaux GapTrack, par exemple, qui ont été développés récemment et que vous pourrez trouver facilement. Vous tapez GapTrack, vous allez trouver un certain nombre d'éléments sur Internet. Voilà, la communauté scientifique, finalement, fait ses efforts. Alors, il y a des éléments connus
et des méthodes qui ont déjà été utilisées jusqu'à présent. Hein. Par exemple, quand on plante une mangrove, quelle est l'accrétion verticale, hein, quelle est la capacité de cette mangrove à capturer des sédiments et à partir de là à s'ajuster au niveau de la mer. Bon, des indicateurs comme celui-là sont utilisés depuis longtemps par nos collègues écologues, hein, mais on a effectivement besoin de méthodes plus complètes, plus globales. On connaît les grands domaines, un certain nombre d'indicateurs sont testés, hein, l'Office français de la biodiversité, par exemple, dans le cadre d'un certain nombre de projets de solutions fondées sur la nature, met en place actuellement des indicateurs, l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, en a proposé également. Donc on a déjà, et ça rejoint effectivement ce qui a été dit précédemment, tout ne reste pas inventé, on possède déjà des outils, on possède déjà des méthodes, on possède déjà des connaissances, mais on a besoin de se construire, je dirais, une boîte à outils plus complète, plus structurée, et des éléments de cadrage qui permettent aussi de réaliser des comparaisons, en fait. Hein, parce que jusqu'à présent, finalement, on a une foule d'indicateurs et de méthodes de mesure qui ne sont pas forcément bien standardisées, ce qui rend difficile la comparaison. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, et je crois qu'on pose la question aussi, vous parliez de CapTrack ou GapTrack, enfin, si vous voulez. GapTrack. GapTrack. Que traquer le gap, hein, entre ce qui est fait aujourd'hui, donc mesurer l'écart entre ce qui est fait aujourd'hui, le gap, hein, donc le fossé, entre ce qui est fait aujourd'hui et finalement les objectifs qui sont à atteindre en termes de réduction des impacts. Une dernière question pour vous, Virginie, avant que je me tourne vers Magali, sur la justice climatique. Vous avez évoqué le fait que c'était un point important du rapport. Est-ce que vous pourriez le développer un petit peu plus en 2 minutes pour qu'ensuite on puisse poursuivre la suite des questions, nous dire quelle est concrètement la place de cette thématique-là dans le rapport? Comment est-ce qu'elle est portée? La justice, l'équité de manière générale, hein, face aux pressions climatiques, mais aussi face au développement, face à l'évolution des territoires, face aux problématiques de santé qui sont en relation forte avec le climat. Cette question de la justice, cette question d'équité, elle est traitée de manière complètement transversale dans le rapport. Vous allez la retrouver dans l'ensemble des chapitres. Et elle est vraiment développée, je dirais, sur ce fond que Magali a bien mentionné et qui est la nécessité d'assurer le meilleur bien-être possible à la population de cette planète en conservant une planète vivable. Hein. C'est vraiment, je dirais, un message de fond qui est très fort. Donc, voilà, cette question de la justice, alors elle est traitée de manière transversale, elle est traitée, donc elle est présente dans tous les chapitres, elle est bien sûr fortement traitée dans le chapitre 8 sur pauvreté, mode de vie et développement durable, hein, au vu du focus de ce chapitre. Voilà, c'est la première fois, finalement, à mon sens, hein, qu'elle est aussi bien traitée. Voilà ce que je peux en dire pour apporter une réponse rapide et laisser la parole à Magali. Merci. Je ne sais pas si Bettina, tu voulais réagir entre les deux. Non, continuons les questions. Alors, donc, on a d'autres questions. Je vais regrouper un petit peu, mais qui portent sur la question du retard des politiques françaises et des différentes explications qui pourraient le justifier. Donc, est-ce qu'on ferme les yeux? Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'en France, on n'est pas touché, qu'on n'est plus protégé? Ou bien est-ce que c'est un problème de temporalité, une inadéquation entre les enjeux et la durée des quinquennats, par exemple? Et j'ajouterais que la remarque qui a été faite sur la succession, hein, de lois, depuis la loi sur la transition écologique jusqu'à la loi climat résilience, c'est le fait qu'on ne voit pas tellement de progrès là-dessus. Donc, selon vous, Magali, quelles seraient les principales explications parmi celles que j'ai pu évoquer comme option, ou bien d'autres? Alors, il y en a énormément, hein. Effectivement, il y a un système de causes. Il faut se garder de toute vision simpliste, malheureusement, parce que c'est très compliqué et qu'on se pose d'ailleurs souvent la question à HCC, comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite?
Le premier point qu'on peut dire, c'est que, et c'est intéressant aussi, ce rapport du GIEC, il indique clairement qu'on part de la question de la prévention des risques de catastrophe. C'est-à-dire que c'est le cadre référentiel, c'est le cadre de l'analyse de risque, finalement, avec les termes vulnérabilité, gestion, tout ça. Donc, on a ce cadre-là. Et en France, on a sur ces sujets-là énormément de choses déjà. La France est dotée depuis au moins 95, mais même avant, d'un arsenal juridique pour faire face à tout ce qui était risque de catastrophe, avec d'ailleurs des choses qui... Elle est en avance, par exemple, sur le système d'indemnisation. Le système CatNat, qui date de 82, hein, ce fameux système d'indemnisation qui repose sur la solidarité nationale et qui est unique au monde, il est très intéressant. Le problème, c'est que ces outils, d'une part, sont insuffisamment appliqués parce qu'il y a aussi toute la volonté de négocier sur le terrain et d'échapper aux contraintes pour maximiser les coûts, c'est tout à fait normal, hein. Et donc, on est en plus beaucoup dans une lecture très techniciste qui est de dire, quand on a un risque, en gros, on va soit effectivement agir par des solutions techniques, Virginie l'a dit, on va faire des digues, enfin voilà, on va rajouter un peu d'indemnisation et donc on va faire le volet ingénierie de l'assurance, et puis on va faire là aussi de l'ingénierie, j'allais dire territoriale, on va découper, mesurer, et donc finalement, on a un système avec des tas de lois qui sont plus ou moins bien appliquées, qui sont généralement très peu évaluées, et le Haut Conseil passe son temps à dire mais évaluer, avec en plus une remarque qui m'a été faite il y a très peu de temps par un élu et que j'ai trouvé remarquable, c'était l'idée de dire qu'en France, on a la maladie de l'évaluation a priori. C'est-à-dire qu'on fait de l'appel à projet. Alors, les communes, on passe notre temps à faire de l'appel à projet. Alors là, on évalue, hein. Donc, en gros, on évalue en fait un programme, enfin, pas un programme électoral, mais un programme. Et puis alors, après coup, il n'y a plus personne pour évaluer. Et donc, en fait, les collectivités passent leur temps à faire des grandes stratégies d'adaptation, de machin, à candidater à des appels d'offres, à tout le bazar. Et puis derrière, il n'y a pas d'évaluation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a quand même cette idée très rassuriste. On n'est plus du tout dans le discours climato-sceptique au sens pur et dur, mais on est dans le discours de, la France n'est pas vraiment concernée. Oui. On va quand même y arriver parce que on y est toujours arrivé. Et puis d'abord, madame, regardez pour le Covid, hein, bon, finalement, on s'en est bien sorti. Vous criez au loup. Et puis d'abord, 2030, 2040, c'est loin. Et puis, comme vous dites, le temps des mandats, voilà, c'est ça sera pour le prochain. En réalité, et là, à quoi s'ajoute, et puis de toute façon, il y a la guerre. Voilà, il y a la guerre, et puis après, quand on aura fini, il y aura autre chose, et puis, oh là là, mais vous savez, vous allez détruire des milliers d'emplois, et puis il y a les gilets jaunes, et puis bon. Je pense qu'effectivement, il y a un manque de volonté de portage politique qui est lié aussi bien à la nature de nos institutions et à l'absence ou à la difficulté des relais, et c'est ce que disait Virginie, quand on nous dit, mais enfin, quand on a écrit cette tribune pour les 1400 scientifiques, on nous a dit, mais c'est ta politique. Oui, mais excusez-moi, c'est pas mon boulot d'aller sur les plateaux télé pour expliquer, pour faire le boulot des journalistes, c'est pas mon boulot. Enfin, si on ne donne pas la parole aux scientifiques du GIEC, ils ne l'auront pas. Si on ne donne pas aux candidats la possibilité de s'exprimer sur des questions qu'on a posées dans la tribune et qui retouchent à l'adaptation, ils ne le feront pas. Donc, si vous voulez, les causes, elles sont multiples et finalement, elles sont peut-être, et je reviens à ce que Bettina disait sur la tour, on est dans un problème qui est essentiellement politique et qui est éminemment dépolitisé. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter les choix et de dire voilà les stratégies, voilà les visions, parce que ce sont des projets de société, au niveau des territoires, au niveau national, à l'échelle européenne, parce que là aussi on voit bien que certains enjeux vont devoir être pensés à l'échelle européenne, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'agriculture, de l'accès à l'eau, des déplacés, parce qu'il y aura des déplacés, peut-être même des réfugiés. Tout ça doit se penser à plusieurs échelles, avec des visions et des choix qui ne sont pas là parce que, comme le dit Virginie, à un moment, on va avoir des solutions avec des gagnants et des perdants, il va falloir arbitrer. Et donc là aussi, la difficulté de l'évaluation, et j'insiste bien, on a des outils, la difficulté, c'est d'intégrer ces outils de manière systémique pour être sûr que ce qui est bon pour tel écosystème, on soit capable d'anticiper aussi les potentiels effets de maladaptation et de les corriger. Dernier point, ce qu'on voit en France dans la prévention, par exemple, des risques de catastrophe, c'est que tant que l'événement n'est pas arrivé, on ne se mobilise pas.
les grandes lois en France qui ont permis une avancée dans la prévention des risques de catastrophe, ce sont des lois qui sont nées après les événements. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des lois qui anticipent, qui soient opérationnelles, qui soient sans doute aussi moins, juste, entre guillemets, bureaucratiques, et qui reposent vraiment la différence entre les grands principes, le portage politique, la gouvernance et les moyens d'un côté, et puis la subsidiarité dans les territoires, pour que chacun, là aussi, soit à sa place. Le dernier point, c'est que le changement climatique est déjà là et que c'est une vraie surprise quand on en parle et quand, par exemple, nous présentons nos rapports au HCC, l'idée que le changement climatique est déjà là, c'est compliqué encore. C'est-à-dire que on a du mal encore à se dire que c'est pas un problème pour demain et qu'on a le temps. Et plus largement, quand on explique ce qui se passe à 2030-2040, il y a une réelle difficulté à passer de ce niveau continental, voire national, qui est celui du GIEC, avec des focus, mais on a quand même, voilà, à oui, mais moi, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et ça, moi, je l'ai beaucoup vu dans mon travail de recherche quand j'ai travaillé sur les risques. Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur ces sujets-là. Ce que j'ai pu constater sur les risques inondations, sur les risques volcaniques, je le retrouve aujourd'hui sur le climat. Et je suis très contente aujourd'hui qu'enfin on ait pris en compte le rôle de l'urbanisation, tout ce qu'on disait en fait. Aujourd'hui, ça commence à être digéré. Simplement, on en est aujourd'hui à dire nous gérons les héritages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la prévention du risque inondation, nous sommes aujourd'hui dans les héritages, dans le réactif. Et pour le climat, on a déjà de sérieux héritages, Virginie l'a dit. On a des trajectoires qui vont, dans certains cas, déjà vers les réversibilités. Et donc, si on veut... En gros, la question qui se pose, et peut-être que je conclurai là-dessus, c'est pour la première fois, nous avons la possibilité encore de choisir. Et plus nous tardons, plus la gamme des choix possibles se réduit. Plus les options, en fait, qui s'offrent à nous se réduisent. Et ce n'est pas 0,5 degré, c'est chaque dixième de degré compte. Parce que chaque dixième de degré réduit notre capacité d'action, réduit notre capacité de choix, réduit notre liberté. Et je crois que le rapport du GIEC, il a ce courage de poser les choses et de dire que, voilà, on a aujourd'hui des impacts qui sont robustes. Enfin, on a les capacités robustes pour prévoir ces impacts. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et que même si la science avance, à un moment, elle ne peut pas se substituer aux décisions politiques qui ne sont pas là parce que derrière, à nouveau, c'est un problème éminemment politique. Merci beaucoup. Je suis partagée entre le fait de redonner la parole à Virginie, mais à ce moment-là, il n'y a pas de fin, parce que, et je sais que les personnes qui nous écoutent ont aussi des emplois du temps, ou bien vous remercier tous les trois, et là toutes les deux très chaleureusement, parce que c'était vraiment un webinaire passionnant. Je vais dire trois choses. D'abord, répondre aux questions, enfin pas répondre, mais illustrer les questions du chat. Par exemple, la question très intéressante, pourquoi on n'y arrive pas avec toutes les mesures prises depuis différentes lois depuis 10 ans? Alors, là, moi j'ai une réponse, c'est que premièrement, ces lois, comment dirais-je, les mesures prises sont trop éparses, et justement, c'est pour ça que nous, on prône un rassemblement dans une loi cadre qui mènerait atténuation, adaptation, et qui serait en plus, et c'est une des propositions que nous faisons dans les propositions pour les présidentielles, et qui inspirerait l'ensemble de l'action publique. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui une colonne vertébrale à l'action publique, et cette colonne vertébrale, c'est en fait les facteurs, elle doit être articulée autour des facteurs et du facteur principal qui va modifier le territoire, donc l'exercice du pouvoir sur le territoire, c'est-à-dire en fait le changement climatique et donc ses conséquences sur la biodiversité, etc. Et les institutions ne sont pas prêtes. Il y a 20 ans, dans un bouquin, j'avais dit qu'au Conseil d'État, où j'ai passé pas mal de temps de ma vie, la section qui traitait les questions d'environnement s'appelait la section des travaux publics.
public. Et alors, c'est magnifique parce que c'est une appellation du 19e siècle. Et donc, on pense tous à Napoléon en arrivant avec un grand recueillement, mais c'est quand même pas, voilà, rien que ce petit signe institutionnel, si ça pouvait s'appeler la section du développement durable, ce genre de choses, on serait passé à une autre époque. C'est comme ça dans toutes les institutions. On a beau nommer un ministre d'État, on a beau dire que le ministère de la Transition écologique est au 2e rang gouvernemental, le ministère de l'Économie et des Finances est infiniment plus puissant et le ministère, malgré les efforts, reste un sous-ministère. Et ça, c'est un problème énorme et en plus n'a pas assez d'articulation avec les collectivités locales, dont certaines font beaucoup d'efforts, en particulier, et ça a été cité dans le chat, avec par exemple en Aquitaine, on connaît tous le plan d'adaptation, etc. Je réponds à la deuxième question qui, le 5 avril, on va traiter, trop rapidement sans doute, mais on va donner les résultats de ce que le comité 21 a fait sur les secteurs de la ressource en eau, en l'occurrence, de la santé, du bâti, des réseaux électriques, du secteur agroalimentaire, du secteur des assurances, très très important, du tourisme, des transports et du numérique et des télécommunications. Il y aura d'autres secteurs qui viendront et une seconde édition. Enfin, je voudrais conclure vraiment en vous remerciant beaucoup toutes les deux parce que c'était passionnant, en vous disant que moi, dans ma grande naïveté, malgré mon âge, je me disais que ces élections présidentielles seraient peut-être les premières où on débattrait vraiment du climat, parce que quand même, depuis l'accord de Paris, avec la Convention citoyenne et l'aggravation des choses, il y a quand même une conscience plus importante dans le public. Différents événements, dont, dans un premier temps, la confiscation de la campagne sur les problèmes de sécurité intérieure et l'immigration, et d'autre part, évidemment, cet événement dramatique qu'est la guerre en Ukraine, fera que ça ne sera pas cette fois-là. Et donc, je pense que tous les gens qui sont là, quelles que soient leurs options politiques, doivent se dire que nous sommes tous acteurs, en fait. Je crois que chacun doit prendre sa part de responsabilité. Vous verrez dans nos propositions sur les présidentielles d'une part, dans notre récent rapport sur la sobriété de l'autre, et dans les autres publications à venir, en particulier celle que nous avions faite sur la résilience, qu'à notre modeste part, nous essayons de nous y attaquer et que d'autre part, avec des conseils et des interventions comme celles que nous venons d'entendre, nous sommes bien armés. Merci beaucoup et bonne journée.